Si tu ouvres la bouche pour dire la vérité à ton fils, je te fais interner dès demain matin dans un mouroir public, » murmura la jeune femme avec un sourire glacé, en serrant fort le poignet de la vieille dame. Sophie n'eut pas le temps de répondre car la porte de l'appartement se referma déjà sur le courant d'air glacial du couloir. Son fils Luc ne se doutait de rien. Il pensait offrir un Noël de rêve à sa mère, mais il venait de la condamner au silence. Il y avait pourtant une clause dans leur contrat tacite de famille, une règle simple, on ne vole pas sa propre mère. Mais ce soir-là, à Saint-Denis dans la banlieue grise de Paris, Sophie allait comprendre que les règles avaient changé. Et la terrible preuve de cette trahison, tenait pour l'instant dans un petit carnet bancaire, caché sous une pile de linge, un carnet qui ne contenait que 12 €. C'était le soir du 24 décembre. Dehors, la cité HLM était plongée dans un brouillard humide qui collait aux vitres. À l'intérieur du petit 2 pièces de Sophie, il faisait à peine plus chaud que dehors. Le radiateur principal était en panne depuis 3 semaines et le propriétaire, un marchand de sommeil invisible, ne répondait plus au téléphone. Sophie, 65 ans, était assise sur son vieux canapé en velours râpé, emmitouflée dans 2 gilets de laine et un châle gris. Sur la table basse, une boîte de conserve de soupe à la tomate était ouverte, à côté d'un quignon de pain dur. C'était son festin de fête. Soudain, la sonnerie de l'interphone retentit stridente. Sophie sursauta. Elle se leva avec difficulté, ses articulations raidies par l'humidité ambiante. Elle lissa sa jupe, passa une main dans ses cheveux blancs, tirés en chignon, et appuya sur le bouton. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Luc entra le premier. Il semblait immense dans ce petit salon, encombrant l'espace avec son manteau en cachemire noir et son odeur de parfum coûteux. Mon fils Luc pensa à Sophie avec un mélange de fierté et de tristesse. Il avait réussi, c'était indéniable. Il était PDG d'une entreprise de finance, il roulait en voiture avec chauffeur, mais il semblait avoir oublié l'odeur de la soupe en conserve. Juste derrière lui, Amélie fit son entrée. Ma belle-fille Amélie nota Sophie en observant la jeune femme. Elle portait une fourrure blanche immaculée qui jurait avec le papier peint jauni du couloir. Amélie tenait son téléphone à la main, filmant discrètement l'entrée pour une de ses stories sur les réseaux sociaux, avec une moue de dégoût qu'elle transformait en sourire compatissant dès que l'objectif la visait. « Maman !» s'exclama Luc en ouvrant les bras. Il serra sa mère contre lui, mais l'étreinte fut brève. Il garda son manteau. Il faisait trop froid ici pour qu'il l'enlève. « Joyeux Noël !» Luc répondit Sophie d'une voix douce. Elle voulut l'inviter à s'asseoir, mais Amélie resta debout, tapotant sa botte de luxe sur le lino craquelé. « On ne peut pas rester longtemps, » Sophie dit Amélie d'une voix rapide et aiguë. « Le chauffeur attend en bas et nous avons le dîner avec les investisseurs à 20h. 10 minutes, pas plus. » Luc semblait gêné. Il sortit une boîte orange de sa poche, une boîte célèbre, entourée d'un ruban de soie. « Tiens, maman, ouvre. C'est pour toi. » Sophie prit la boîte avec ses mains tremblantes. Elle défit le nœud. À l'intérieur, plié avec soin, se trouvait une écharpe en cachemire d'une douceur incroyable. Une pièce qui valait sans doute plus cher que tout ce que contenait l'appartement. « C'est magnifique, Luc, » murmura-t-elle. « C'est pour les soirées fraîches, » expliqua Luc avec enthousiasme. « Tu sais, quand tu prends ton thé sur la terrasse de la villa. Même sur la côte d'Azur, le vent peut être traître en hiver face à la mer. » Sophie se figea. Elle releva la tête, ses yeux bleus fixant ceux de son fils. La terrasse. « Quelle villa, Luc? De quoi parles-tu » demanda-t-elle perdue. Luc fronça les sourcils, un sourire incertain aux lèvres. « Ben voyons, maman. La villa Les Roses. Celle que je t'ai achetée il y a 6 mois. Tu y habites, non? »
Le silence tomba lourd et oppressant. Sophie ouvrit la bouche pour dire qu'elle n'avait jamais quitté Saint-Denis, qu'elle n'avait jamais vu de villa, qu'elle n'avait jamais reçu de clé. Soudain, Amélie s'approcha d'elle, passant un bras faussement affectueux autour de ses épaules maigres. Sous le couvert de son manteau de fourrure, la main d'Amélie trouva la chair tendre du bras de Sophie et la pinça violemment une torsion cruelle et précise. Sophie étouffa un cri de douleur. « Oh, mon pauvre chéri !» soupira Amélie en regardant Luc avec une tristesse théâtrale. « Je t'avais prévenu, le docteur l'a dit. Sa mémoire, ça va et ça vient. Elle oublie où elle est. Parfois, elle croit qu'elle est encore dans son ancien appartement. » Luc pâlit. Il regarda sa mère avec une pitié qui fit plus mal à Sophie que le pincement. « Maman, tu ne te souviens pas. La vue sur la mer, les mimosas. » Sophie sentait les ongles d'Amélie s'enfoncer dans sa peau. La menace était claire. Si elle parlait, elle passait pour folle. Amélie avait tout préparé. « Je suis fatiguée. » Luc balbutia Sophie les larmes aux yeux. « C'est normal, » intervint Amélie rapidement. « Allez, Luc, ne la fatigue pas plus. Laisse-la se reposer. L'infirmière passera demain matin comme d'habitude. » Une infirmière. Il n'y avait jamais eu d'infirmière. Sophie comprit alors que le mensonge était total. Une architecture complexe de fausses nouvelles bâtie par Amélie pour isoler Luc de la réalité. Avant de se diriger vers la porte, Luc se retourna une dernière fois la main sur la poignée. « Et pour l'argent, maman, les 5 000 € mensuels pour tes traitements et tes dépenses courantes. Ça arrive bien sur ton compte. Tu ne manques de rien. 5 000 €. Le chiffre résonna dans la tête de Sophie comme un coup de tonnerre. 5 000 € par mois. Elle vivait avec une retraite de misère de 800 €. Elle sautait des repas pour payer l'électricité. Elle vit le regard d'Amélie. Les yeux de la belle-fille étaient 2 fentes noires, promettant l'enfer. « Oui, mon fils, mentit Sophie, le cœur brisé. Tout va bien, merci. » Luc sourit soulagé. Il embrassa sa mère sur le front, un baiser rapide distrait. « Je t'aime, maman. Profite du soleil du sud pour moi. » Puis ils partirent. La porte claqua. Sophie resta debout au milieu du salon glacial. Elle toucha son bras, là où la marque rouge du pincement commençait déjà à bleuir. Elle regarda l'écharpe de luxe posée sur la table à côté de la soupe froide. Une écharpe pour se protéger d'une brise marine qu'elle ne connaissait pas alors qu'elle grelottait dans son HLM. Elle se dirigea lentement vers le petit buffet en formica. Elle ouvrit le tiroir et sortit son livret de banque, celui de la poste. Elle l'ouvrit à la dernière page. Solde créditeur 12,40 €. Pas de virement de 5 000 €. Rien depuis 6 mois. Sophie s'assit lourdement. 30 000 € détournés, une villa fantôme. Et son fils, son Luc, qui la croyait heureuse et gâtée, alors qu'elle crevait de faim et de froid. Elle sentit une larme couler sur sa joue, mais elle l'essuya rageusement du revers de la main. Elle n'était pas sénile, elle n'était pas folle, et elle n'était certainement pas prête à mourir en silence pour que cette petite voleuse puisse se pavaner. Sophie se leva. Cette fois, ses mouvements étaient plus vifs. La colère réchauffait son sang mieux que n'importe quel radiateur. Elle alla dans sa chambre et tira sa vieille valise de sous le lit. Elle l'ouvrit. Elle y jeta 2 robes des sous-vêtements, sa trousse de toilette et l'écharpe en cachemire. Pas pour le style, mais parce qu'elle lui appartenait. Elle enfila son manteau de laine gris, celui qu'elle avait depuis 10 ans. Elle vérifia qu'elle avait sa carte d'identité et sa carte de transport senior. « Tu crois que je suis une vieille dame fragile ?» Amélie dit-elle à voix haute dans l'appartement vide. « Mais tu as oublié une chose. Je suis une mère, et personne ne touche à mon fils. » Elle éteignit la lumière. Elle ne laissa pas de mots. Elle ferma la porte à double tour et descendit l'escalier sombre.
Direction la gare de Lyon. Direction le sud. Direction la vérité. Le soleil de la Côte d'Azur ne réchauffait pas Sophie. Il l'éblouissait brutale et sans pitié, comme pour souligner la crasse de ses chaussures de marche usées par le bitume parisien. Elle venait de descendre du bus après un voyage interminable, en train de nuit assise sur une banquette raide en seconde classe. Elle avait mal au dos, elle avait faim, mais une force froide lui tenait lieu de colonne vertébrale. Elle remonta l'allée des Mimosas, serrant son sac à main contre sa poitrine, comme un bouclier. Elle s'arrêta devant un portail en fer forgé, immense et noir, surmonté de dorures. Une plaque de marbre indiquait en lettres d'or « Villa les Roses ». C'était ici, c'était chez elle. Ou du moins c'était ce que son fils Luc croyait. Le portail était fermé, bien sûr. Sophie ne sonna pas. Elle longea le mur de pierre, cherchant une faille dans la végétation luxuriante qui protégeait la propriété des regards indiscrets. Elle trouva un endroit où les lauriers roses étaient moins denses. Sans se soucier des épines qui égratignaient son manteau de laine, elle s'approcha et écarta doucement les branches pour regarder à l'intérieur. Le spectacle qui s'offrit à elle lui coupa le souffle, mais pas pour les raisons qu'elle imaginait. La villa était splendide, une bâtisse blanche, aux volets bleus entourée d'une pelouse tondue au millimètre. Au centre, une piscine à débordement scintillait sous le soleil de midi. Mais ce ne fut pas la beauté du lieu qui fit monter la bile aux lèvres de Sophie. C'étaient les gens qui l'occupaient. Sur les transats là où Luc imaginait sa mère en train de lire paisiblement de corps adipeux, s'étalait luisant d'huile solaire. Sophie reconnut immédiatement les parents de sa belle-fille. Monsieur Leblanc, le père d'Amélie, portait un maillot de bain trop serré qui disparaissait sous son ventre. Il tenait un verre à pied d'une main et une cigarette de l'autre. À ses côtés, Madame Leblanc, la mère d'Amélie, dormait la bouche ouverte, un chapeau de paille géant, posé de travers sur sa tête teinte en blond platine. Un jeune homme maigre, le frère d'Amélie, sortit de la maison en traînant des pieds une bouteille à la main. « Hé papa, regarde ce que j'ai trouvé dans la cave » cria-t-il en riant. Monsieur Leblanc se redressa sur son coude. « Fais voir » grogna-t-il. Le frère tendit la bouteille. Sophie plissa les yeux. C'était un grand cru classé un Bordeaux que Luc gardait précieusement pour les grandes occasions, une bouteille à plusieurs centaines d'euros. Monsieur Leblanc arracha le bouchon avec les dents, cracha le liège sur la pelouse immaculée et remplit son verre à ras-bord, comme s'il s'agissait de jus de fruits bon marché. « À la santé de ce crétin de Luc » ricana Monsieur Leblanc, en levant son verre vers le ciel. « Moins fort, Gérard » marmonna Madame Leblanc sans ouvrir les yeux. « Les voisins »« Quoi, les voisins ?» répliqua-t-il en s'essuyant la bouche d'un revers de main. « On est chez nous, non. Tant que l'autre idiot croit que sa vieille mère est ici en train de sucrer les fraises, on est les rois du pétrole. Passe-moi le caviar, j'ai une petite faim. » Sophie sentit ses genoux fléchir. Elle s'agrippa au grillage caché dans la haie. Il ne faisait pas que visiter. Il vivait là. Il buvait au levain de son fils, il mangeait à sa table, il salissait sa maison, tout en se moquant de lui. Soudain, le bruit d'un moteur puissant déchira le calme du quartier. Une décapotable rouge entra en trombe dans l'allée et s'arrêta devant le garage, dans un crissement de pneus. Amélie en sortit furieuse, ses talons claquant sur les pavés. Elle ne portait pas son masque de douceur habituel. Elle hurlait. « Mais qu'est-ce que vous foutez encore là ?» hurla-t-elle en direction de ses parents. Monsieur Leblanc ne bougea pas d'un pouce. « Détends-toi, ma puce. On profite. »« On ne profite pas !» cria Amélie en jetant son sac de marque sur un fauteuil d'extérieur. « Luc arrive après-demain pour le gala de charité. Il faut tout nettoyer et où est le jardinier ?»
Un vieil homme en combinaison verte apparut, un râteau à la main. Ce n'était pas un membre de la famille, c'était le vrai jardinier. « Je suis là, madame, dit-il humblement. Je vous ai dit de virer ces photos. » ordonna Amélie en pointant du doigt le salon visible à travers les grandes bêches vitrées. « Je ne veux voir aucune photo de vous, papa, ni de toi, maman. On remet les photos de la vieille et de son mari mort sur la cheminée. Luc doit croire que c'est son mausolée, pas notre maison de vacances. » Là. Sophie porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot de rage. Ils avaient remplacé les photos de son défunt mari par les leurs. C'était une occupation totale, une annexion. Amélie continuait d'aboyer des ordres, transformant le paradis en champ de bataille. Sophie sortit son vieux téléphone portable de sa poche. Ses mains tremblaient, mais elle réussit à viser à travers les feuilles. Clic. Une photo de Monsieur Leblanc avec le vin de Luc. Clic. Une photo du frère affalé sur les coussins de soie. Clic. Une photo d'Amélie hurlant au milieu du désastre. Elle avait la preuve visuelle. Maintenant, il fallait partir avant d'être vue. Elle fit un pas en arrière, mais une brindille sèche craqua sous sa semelle usée. Le bruit sec comme un coup de feu fit tourner la tête d'un homme en uniforme noir qui patrouillait le long du mur d'enceinte. Un garde de sécurité privé. « Et vous là-bas » aboya le garde. Sophie se figea. Courir à son âge avec ses jambes lourdes, il la rattraperait en 10 secondes. Et si elle fuyait, elle avouait sa culpabilité. Elle serait traitée comme une voleuse ou pire, comme une vieille folle qui espionne. Le garde s'approchait à grands pas, une main sur sa ceinture. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« C'est une propriété privée. Sortez avant que j'appelle la police. » Sophie se redressa. Elle lissa son manteau. Elle releva le menton, retrouvant cette dignité froide qu'elle avait affichée toute sa vie face à l'adversité. Elle ne se cacha plus. Elle sortit de la haie et fit face au garde, le regardant droit dans les yeux. Elle ne devait pas être la mère de Luc. Pas maintenant. Si elle disait qui elle était, Amélie la ferait disparaître ou interner avant que Luc n'atterrisse. Elle devait être quelqu'un d'autre, quelqu'un d'invisible. « Je ne suis pas une voleuse, jeune homme, » dit Sophie d'une voix ferme et posée, celle d'une femme qui a travaillé dur toute sa vie. Le garde s'arrêta surpris par l'aplomb de cette dame aux cheveux blancs qui ressemblait à n'importe quelle grand-mère. « Alors vous êtes qui ?» demanda-t-il méfiant. Sophie jeta un coup d'œil rapide vers la villa, où Amélie continuait de crier après le personnel pour préparer le grand gala. Elle vit une opportunité, une porte entr'ouverte dans la forteresse. « J'ai entendu dire que madame cherchait du personnel expérimenté pour la réception de samedi. » mentit Sophie avec un calme olympien. « Je suis gouvernante et ancienne couturière, et vu comment madame crie, je pense qu'elle a besoin d'aide immédiatement. » Le garde la dévisagea hésitant. Il regarda vers la maison puis vers cette vieille dame qui semblait inoffensive et compétente. « C'est pour le service, » grogna-t-il. « Allez à l'entrée de service derrière, et ne traînez pas. » Sophie hocha la tête, un imperceptible sourire aux lèvres. « Merci, jeune homme. » Elle contourna le mur. Elle n'allait pas fuir. Elle allait entrer. Et elle allait servir ce plat froid, très froid, directement à la table de ceux qui l'avaient eu volé. L'entrée de service de la Villa Les Roses était un monde à part, un chaos de vapeurs de cris et de claquements de plats qui contrastait violemment avec le silence feutré du jardin. Sophie entra dans la cuisine immense, serrant son sac contre elle. Un homme en tablier blanc, le chef traiteur, aboyait des ordres à une armée de petites mains. Il se tourna vers Sophie, le visage rouge de stress. « Vous êtes qui, vous ?»« Une des extras envoyées par l'agence, » demanda-t-il sans même la regarder. Sophie inspira profondément.
C'était le moment de disparaître pour mieux renaître. « Oui, monsieur, je suis Sophie. Sophie Duval, mentit-elle d'une voix calme, en donnant son nom de jeune fille. On m'a dit que vous aviez besoin d'une responsable pour l'argenterie et le linge. J'ai 40 ans de métier. » Le chef la scanna rapidement, une dame âgée, propre sur elle, les mains abîmées par le travail, le regard droit. Exactement ce qu'il lui fallait pour gérer les tâches ingrates. Duval. D'accord, prenez une blouse dans le placard et une charlotte pour vos cheveux. Je ne veux pas voir un seul cheveu blanc dans les petits fours. Allez au travail. Sophie enfila la blouse grise des employés invisibles. Elle tira ses cheveux en arrière, enfonça le bonnet de protection jusqu'aux sourcils et chaussa ses lunettes de lecture. Ainsi vêtue, la tête baissée, elle n'était plus la propriétaire légitime ni la mère du propriétaire. Elle était juste une silhouette grise parmi d'autres. Sa première tâche fut de débarrasser le couloir menant au garage. C'est là qu'elle le vit. Un carton éventré posé négligemment près de la porte de sortie, avec une inscription au marqueur noir « Déchetterie ». Le cœur de Sophie manqua un battement. Au sommet de la pile de vieux journaux et de babioles cassées, il y avait un cadre en argent. Elle s'agenouilla, ignorant la douleur dans ses genoux. C'était la photo de son mari André, prise le jour de leurs noces d'argent. Le verre était brisé, quelqu'un avait marché dessus. « Pardon, André », chuchota-t-elle une boule dans la gorge. Elle retira délicatement la photo du cadre brisé et la glissa dans la poche intérieure de sa blouse contre son cœur. Cette photo n'irait pas à la poubelle. Elle serait son témoin. Profitant d'une pause cigarette des autres employés, Sophie se glissa par la porte de service et marcha rapidement jusqu'au petit café du coin de la rue, à l'abri des regards de la villa. Un homme l'attendait en terrasse, consultant nerveusement sa montre gousset. C'était Maître Renard, son notaire de famille, depuis 30 ans. Un homme sec et précis, comme une horloge suisse qui avait pris sa retraite à Cannes. Sophie l'avait appelé depuis la gare. « Sophie, dit-il en se levant le visage grave, je n'en reviens pas de vous voir dans cet état. »« Laisse Jacques, coupa-t-elle en s'asseyant. Dis-moi ce que tu as trouvé. » Maître Renard posa un dossier cartonné sur la table en fer. Il l'ouvrit et pointa une ligne du doigt. « C'est pire que ce que nous pensions. La villa n'appartient plus à Luc. Elle est au nom d'Amélie Leblanc. » Sophie sentit le sang quitter son visage. Comment est-ce possible? Luc ne ferait jamais ça. Il ne l'a pas fait, expliqua le notaire d'une voix basse et furieuse. Regarde ici. L'acte de vente a été signé grâce à une procuration générale. Une procuration signée par toi, Sophie. Il lui tendit une photocopie. Sophie regarda la signature au bas de la page. C'était une imitation grossière, tremblotante, comme pour simuler la main d'une personne très âgée ou malade. « Je n'ai jamais signé ça, dit-elle fermement. Je le sais, et nous allons le prouver. Mais pour l'instant, aux yeux de la loi, elle est chez elle. Si on appelle la police maintenant, c'est ta parole contre un document officiel enregistré. Il nous faut du flagrant délit, Sophie. Il faut que Luc comprenne de ses propres yeux. » Sophie referma le dossier. Son regard se durcit. « Il comprendra, Jacques. Prépare le dossier original. Tiens-toi prêt pour samedi soir. » Elle retourna à la villa, le ventre noué par la peur, mais l'esprit clair. De retour dans le grand salon, elle se mit à genoux pour astiquer les plaintes en marbre. C'était humiliant, mais c'était la meilleure cachette. Des talons claquèrent sur le sol. Amélie entra dans la pièce, son téléphone collé à l'oreille. « Oui, je veux les pivoines blanches, pas les roses !» hurla-t-elle dans le combiné. « Je m'en fiche du prix, c'est Luc qui régale. » Elle passa à côté de Sophie. La robe de soie d'Amélie frôla l'épaule de la vieille dame. Sophie se figea, retenant son souffle, la tête rentrée dans les épaules. Si Amélie la regardait vraiment, c'était fini. Mais Amélie ne s'arrêta pas.
Elle enjamba presque Sophie comme on enjambe un meuble gênant ou un chien endormi. Et toi, lança Amélie en claquant des doigts vers le sol sans même baisser les yeux vers le visage de Sophie. « Ça doit briller. Si je vois une trace, tu dégages. » Sophie ne répondit pas. Elle frotta plus fort. L'insulte était une bénédiction pour Amélie. Les gens comme Sophie n'avaient pas de visage. Ils n'étaient que des fonctions. L'invisibilité des domestiques était sa meilleure armure. Soudain, un vrombissement sourd fit vibrer les vitres. Le bruit caractéristique des pales d'un hélicoptère qui approchait. « Il arrive !» cria Amélie en raccrochant brutalement. Tout le monde à son poste, maman, papa cachaient les bouteilles. Sophie se releva péniblement et se réfugia dans l'ombre du couloir menant à la cuisine, juste derrière la porte battante à hublot. Elle avait une vue parfaite sur le hall d'entrée. La grande porte s'ouvrit. Luc apparut élégant, souriant, mais avec des cernes sous les yeux. Il posa son sac de voyage. Amélie se précipita vers lui, transformant instantanément son visage de furie en masque de douceur angélique. « Mon amour !» roucoula-t-elle en sautant à son cou. « Tu m'as tellement manqué !» Luc la serra fort en fouissant son visage dans ses cheveux. « À moi aussi, ma chérie. Le voyage a été long. » Il écarta doucement Amélie et regarda autour de lui un espoir fragile dans les yeux. « Et maman, elle est là où elle va bien ?» demanda-t-il avec impatience. Derrière sa vitre, Sophie posa sa main sur le verre froid. Elle voulait hurler. « Je suis là, mon fils. Je suis là derrière la porte en tenue de bonne. » Mais Amélie prit la main de Luc et posa son autre main sur sa joue, avec une tendresse qui donna la nausée à Sophie. « Oh, Luc !» soupira Amélie avec une tristesse parfaitement jouée. Elle est dans sa chambre. Elle a eu une journée difficile. La confusion, tu sais. Le médecin lui a donné un sédatif léger. Elle dort profondément. Il vaut mieux ne pas la réveiller, elle ne te reconnaîtrait même pas ce soir. Le visage de Luc s'affaissa. La déception était terrible. « Je comprends, » murmura-t-il. « Je la verrai demain alors. » Sophie recula d'un pas, les larmes roulant sur ses joues. Il venait de lui voler son fils à quelques mètres d'elle. Mais elle essuya ses larmes, d'un geste rageur de sa manche grise. Demain, Luc la verrait. Oh oui, il la verrait. Et Amélie aussi. Le samedi matin se leva sur la villa Les Roses, avec une tension électrique palpable jusque dans la cuisine, où le café bouillait à gros bouillon. C'était le jour du grand gala, bonté et héritage. Une ironie mordante qui n'échappait pas à Sophie alors qu'elle repassait les nappes en lin blanc, dans l'office le dos raide et les oreilles aux aguets. La maison s'était transformée en théâtre, et les acteurs les plus mauvais de la troupe venaient de faire leur entrée en scène. Sophie manqua de lâcher son fer à repasser en voyant débarquer les parents d'Amélie dans le couloir de service. Pour ne pas être reconnus par Luc comme les parasites qui squattaient la piscine la veille, ils avaient dû endosser un déguisement grotesque. Monsieur Leblanc, le père, était engoncé dans un costume de majordome trop étroit qui menaçait de craquer à chaque respiration, son visage rougeaud, luisant de sueur. Madame Leblanc, la mère, avait enfilé une tenue de soubrette noire et blanche qui jurait avec ses faux cils et ses bijoux en toque. « Je ressemble à un pingouin », râla Monsieur Leblanc en tirant sur son col rigide. « Tais-toi, Gérard », siffla sa femme en remettant du rouge à lèvres. « C'est ça ou la rue. Amélie a dit qu'on devait faire profil bas et servir les petits fours. »« Servir moi. Je ne sers personne. Je suis un aristocrate, moi. » Sophie baissa la tête, s'efforçant de devenir une ombre, tandis qu'il passait devant elle sans un regard. Ils jouaient à la domesticité, comme des enfants gâtés, insultant par leur seule présence ceux qui travaillaient vraiment. Quelques minutes plus tard, dans le grand salon, la confrontation inévitable eut lieu. Luc descendait l'escalier impeccable dans son smoking ajustant ses boutons de manchette. Il s'arrêta net en voyant le couple étrange qui s'affairait maladroitement autour du buffet.
Amélie aplatit-il perplexe. La belle fille surgit du patio vêtue d'une robe de cocktail argentée, qui valait probablement 3 mois de salaire d'un ouvrier. « Oui, mon chéri, » répondit-elle avec un sourire radieux. « C'est qui eux ?» demanda Luc, en désignant discrètement du menton Monsieur Leblanc, qui essayait d'ouvrir une bouteille d'eau avec les dents. Amélie ne se démonta pas. Elle glissa son bras sous celui de son mari, avec une aisance terrifiante. « Oh, ce sont des extras que l'agence m'a envoyés à la dernière minute. C'est très difficile de trouver du bon personnel de nos jours, tu sais. Ils sont un peu rustiques, mais ils feront l'affaire pour le service en salle. » « D'accord, » soupira Luc, peu convaincu, mais trop poli pour insister. Il tourna alors son regard vers le plafond, vers l'étage où se trouvaient les chambres. L'inquiétude voila ses yeux clairs. « Je vais monter voir maman 5 minutes avant que les invités arrivent. Je ne peux pas commencer la soirée sans l'embrasser. » Sophie, cachée derrière un grand vase de fleurs, qu'elle faisait semblant d'arranger, sentit son cœur se serrer. « Vas-y, mon fils, » pria-t-elle intérieurement. « Monte, vois que la chambre est vide. » Mais Amélie se plaça devant lui telle une barrière infranchissable, posant ses 2 mains sur le torse de Luc pour le stopper. « Non, Luc, ne fais surtout pas ça !» cria-t-elle presque, avant de baisser la voix sur un ton de confidence tragique. « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiéta Luc. « Elle a eu une crise terrible ce matin. » Mentit Amélie sans ciller. Elle hurlait, elle cassait tout. Elle ne savait plus qui elle était. Le docteur a dû l'enfermer à clé pour sa propre sécurité et lui donner une double dose de calmant. Si tu la réveilles maintenant, elle pourrait devenir violente. Fais-le pour elle, mon amour. Laisse-la dormir. Luc baissa les yeux vaincu par le mensonge. Pauvre maman. Je ne savais pas que c'était devenu si grave. C'est très lourd à porter, tu sais, ajouta Amélie en jouant la martyre. Je fais tout ce que je peux. Sophie, derrière ses fleurs, serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Elle n'était pas folle. Elle n'était pas enfermée. Elle était juste là, à 3 mètres forcée au silence. Mais ce silence allait bientôt prendre fin. Profitant que le couple s'éloignait vers la terrasse pour accueillir les premiers musiciens, Sophie se glissa vers la salle de bal. La pièce était immense, prête pour la fête. Au fond, une estrade avait été montée dominée par un écran géant destiné à projeter le film promotionnel de la fausse fondation d'Amélie. La régie technique était vide. Le technicien était parti fumer une cigarette dehors. C'était le moment. Sophie ne connaissait rien aux ordinateurs, mais Maître Renard lui avait tout expliqué, avec des schémas dessinés sur une nappe en papier, au café, le câble bleu Sophie. C'est celui qui envoie mon image. Tu dois juste intervertir les sources. Elle se faufila derrière la console de mixage. Elle repéra le gros câble vidéo qui reliait l'ordinateur portable d'Amélie au projecteur. Ses mains tremblaient légèrement. Elle débrancha le câble de l'ordinateur d'Amélie. Puis elle sortit de la poche de son tablier un petit boîtier noir que le notaire lui avait confié. Elle y connecta le câble du projecteur. Elle cacha le boîtier sous une pile de câbles emmêlés. Le piège était en place. L'image qui s'afficherait ce soir ne serait pas celle des petits vieux heureux qu'Amélie avait téléchargés sur Internet. Sophie quitta la salle de bal en hâte et monta à l'étage par l'escalier de service. Elle devait accomplir une dernière mission, trouver la preuve matérielle, celle que Luc pourrait toucher. Elle entra dans la suite d'Amélie. La pièce était un capharnaüm de luxe, robes, jetées au sol, chaussures éparpillées. Sur la coiffeuse, le coffre-fort mural était entrouvert. L'arrogance d'Amélie était telle qu'elle ne prenait même plus la peine de verrouiller ses secrets chez elle. Sophie s'approcha. À l'intérieur, entre des écrins de bijoux, il y avait plusieurs enveloppes en papier craft épaisse. Sophie en prit une. Elle l'ouvrit. Des billets de 50 €. Des liasses entières.
Sur l'enveloppe, une écriture rapide au marqueur indiquait « Février, maman ». Sophie prit une autre enveloppe. « Mars, maman ». C'était l'argent. Les 5 000 € mensuels que Luc envoyait pieusement pour payer les soins médicaux inexistants de sa mère. Amélie les retirait en liquide et les stockait là, comme un butin de guerre, probablement pour s'acheter un nouveau sac à main ou payer ses parents. Sophie glissa 2 des enveloppes dans la large poche de sa blouse contre sa poitrine, juste à côté de la photo brisée de son mari. Elle sentait le poids du papier contre sa peau. Ce n'était pas de l'argent, c'était de la trahison pure. Soudain, des voix résonnèrent dans le couloir. Amélie montait pour se changer. Sophie referma doucement le coffre, mais le laissa entrouvert exactement comme elle l'avait trouvé. Elle attrapa un plumeau posé sur une commode et se mit à épousseter frénétiquement le cadre du miroir. La porte s'ouvrit à la volée. Amélie entra le visage rouge d'excitation. Elle ne vit même pas Sophie. Pour elle, la vieille dame en gris faisait partie des meubles. « Ce soir, je suis la reine de Cannes », s'exclama Amélie en parlant à son propre reflet dans le miroir ignorant la femme de ménage qui se tenait juste derrière elle. Sophie baissa les yeux et sortit de la chambre à reculons, le cœur battant la chamade. La reine allait bientôt perdre sa couronne. La salle de bal de la Villa Les Roses étincelait comme un diamant sous les lustres de cristal. L'air était saturé de parfums coûteux de rires polis et du tintement cristallin des flûtes de champagne. Tout le gratin de la Côte d'Azur était là. Les politiciens, les riches héritiers, la presse locale, tous venus admirer la générosité d'Amélie. Au centre de la pièce, Sophie se tenait dans l'ombre d'une colonne, les mains croisées, sur son tablier blanc. Elle observait. Elle attendait. Son cœur battait un rythme lent et lourd, comme un tambour de guerre. Elle voyait les parents d'Amélie toujours déguisés en domestiques, qui vidaient discrètement les plateaux de petits fours dans leurs poches, tout en servant les invités avec une maladresse comique. Personne ne les remarquait. Les riches ne regardent jamais vraiment les serviteurs. Soudain, la musique baissa d'un ton. Un projecteur braqua sa lumière blanche sur l'estrade. Amélie apparut resplendissante. Elle leva les mains pour demander le silence, un sourire d'ange peint sur son visage. « Mesdames, messieurs, mes chers amis », commença-t-elle d'une voix vibrante d'émotion feinte. « Merci d'être là ce soir. » La salle applaudit poliment. Luc, debout au premier rang, regardait sa femme avec une adoration totale. Il avait les larmes aux yeux, fiers de celle qu'il croyait être la femme la plus bienveillante du monde. « Cette villa, continua Amélie en posant une main sur son cœur, n'est pas seulement une maison. C'est un héritage. Elle appartient à ma famille depuis des générations. Et ce soir, je veux dédier cette soirée à ceux qui nous ont tout donné, nos aînés. » Sophie sentit la bile lui monter à la gorge. Le mensonge était si énorme, si obscène, qu'il en devenait presque physique. Amélie, qui avait volé la maison d'une retraitée pour y loger ses parents parasites, osait parler de respect des anciens. « Nous lançons ce soir la fondation Cœur d'Or », poursuivit Amélie, « parce que la gentillesse n'a pas de prix. Et pour célébrer cela, j'ai demandé à mon chef pâtissier de créer une œuvre unique. Que l'on apporte le gâteau. » C'était le signal. Dans la cuisine, le chef fit un signe sec à Sophie. « Allez, Duval, c'est à vous. Poussez le chariot. Et ne faites pas tomber la pièce montée ou vous êtes viré. » Sophie posa ses mains calleuses sur la poignée du chariot en argent. Dessus trônait un gâteau monumental, une tour de crème et de sucre doré à la feuille d'or. C'était grotesque, c'était parfait. Elle poussa. Les roues grincèrent légèrement sur le parquet ciré. Sophie entra dans la lumière. Elle avançait lentement la tête haute. Elle ne regardait pas le gâteau. Elle ne regardait pas la foule. Elle fixait un point précis au premier rang. Elle fixait son fils.
La foule s'écarta pour laisser passer le chariot. Les invités murmuraient d'admiration devant la pâtisserie géante. Mais Sophie n'était plus une femme de ménage invisible. Elle était une mère en marche. Elle arriva au pied de l'estrade. Amélie, éblouie par les projecteurs, ne vit qu'une silhouette en uniforme. « Merci !» s'écria Amélie au micro. « Regardez cette merveille !» Sophie contourna le chariot. Elle ne s'arrêta pas. Elle monta les 3 marches de l'estrade. Un murmure de surprise parcourut la salle. Ce n'était pas prévu. Les domestiques ne montent pas sur scène. Amélie fronça les sourcils, son sourire se figeant légèrement. « Qu'est-ce que vous faites ?» chuchota-t-elle méchamment, en s'écartant du micro pour que le public n'entende pas. « Descendez tout de suite. » Sophie l'ignora. Elle s'avança vers le pied de micro qui avait été installé pour le chanteur de l'orchestre. Elle le saisit fermement. Un Larsen strident déchira l'air, faisant grimacer toute la salle. Le silence tomba instantanément. Un silence total, lourd, absolu. Luc, qui applaudissait quelques secondes plus tôt, se figea. Il plissa les yeux. Il connaissait cette démarche. Il connaissait cette façon de tenir la tête. Sophie leva les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent. Maman souffla Luc, sa voix brisée par l'incompréhension. Il fit un pas vers la scène comme un somnambule. « Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es supposée être dans ta chambre. Tu es malade. » Amélie paniqua. Elle tenta d'arracher le micro des mains de Sophie. « C'est une erreur !» cria Amélie en riant nerveusement vers le public. « Cette pauvre femme est confuse. Sécurité !» Mais Sophie tint bon. Elle avait la force de celles qui n'ont plus rien à perdre. Elle écarta le bras d'Amélie d'un geste sec autoritaire. « Je ne suis pas confuse, Amélie, » dit Sophie dans le micro. Sa voix amplifiée résonna dans toute la villa claire et tranchante, comme une lame de guillotine. Elle se tourna vers la salle puis plongea ses yeux bleus dans ceux de son fils, terrifié. Elle pointa un doigt accusateur vers l'énorme pièce montée qui trônait derrière elle. « Ce gâteau est magnifique, n'est-ce pas ?» lança-t-elle à la foule. Personne n'osa répondre. « Il est couvert d'or », continua Sophie d'une voix calme mais terrible. « Savez-vous combien il coûte ? J'ai vu la facture dans la cuisine. Il coûte exactement 5 000 €. Elle marqua une pause. Luc était pâle comme un linge. « 5 000 €, répéta Sophie en détachant chaque syllabe. C'est exactement la somme que mon fils envoie chaque mois pour payer les médicaments pour mon cœur. Des médicaments que je n'ai jamais reçus, parce que je n'ai pas les moyens de me chauffer à Paris. » Un hoquet de stupeur parcourut l'assemblée. Le verre de champagne de Luc lui glissa des doigts et s'écrasa au sol dans un fracas de cristal brisé. Le piège venait de se refermer. « Sortez cette folle maintenant !» hurla Amélie, sa voix déraillant dans les aigus, perdant toute trace de son élégance habituelle. Elle fit de grands gestes vers les vigiles postés aux portes, son visage déformé par une panique pure et animale. « Elle est dangereuse. Elle délire. C'est une clocharde que j'ai voulu aider, et elle m'attaque. » 2 gardes en costume noir s'avancèrent pendant la foule hésitante. Mais Sophie ne bougea pas d'un pouce. Elle ne tremblait plus. Elle était ancrée dans le sol de cette estrade, comme un vieux chêne qu'aucune tempête ne peut déraciner. Elle chercha du regard le fond de la salle vers la cabine technique, plongée dans l'obscurité. Elle fit un simple signe de tête, un geste imperceptible pour la foule, mais un signal clair pour Maître Renard, qui attendait le doigt posé sur le clavier de l'ordinateur piraté. « Regardez l'écran » dit Sophie calmement dans le micro. Sa voix couvrant les cris d'Amélie. Derrière elle, l'immense écran LED qui affichait le logo doré de la fondation grésilla une seconde. L'image sauta, se brouilla, puis une nouvelle vidéo apparut nette et cruelle. Un silence de mort tomba sur la salle de bal. Sur l'écran géant, on voyait une terrasse ensoleillée, celle de la villa,
Au premier plan affalé sur un transat avec un verre de vin rouge, un homme en maillot de bain trop serré riait grassement. « Ce crétin de Luc croit que sa mère est ici, » disait l'homme à l'écran, en s'essuyant la bouche. « Passe-moi le caviar, j'ai une petite faim. Tant qu'il paie, on est les rois. » Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Tous les têtes se tournèrent vers le buffet. Là figé le père d'Amélie, toujours déguisé en faux majordome, avec son plateau à la main, devint écarlate. C'était le même homme. Le serviteur maladroit était le parasite de la vidéo. « C'est un montage !» cria Amélie, en tentant de se placer devant l'écran pour cacher les images avec son corps. « N'écoutez pas, c'est de l'intelligence artificielle. » Mais l'image changea encore. Ce n'était plus une vidéo, mais une succession de documents scannés, agrandis, pour que tout le monde puisse lire. À gauche, un virement bancaire mensuel de 5 000 €, émis par Luc, intitulé « Soins médicaux maman ». À droite, le relevé de compte d'Amélie, montrant l'arrivée de la somme exacte le lendemain, immédiatement dépensée dans une boutique de luxe de la Croisette, sous l'intitulé « À compte sac Birkin ». Puis l'acte de vente apparut. Les deux signatures étaient zoomées. Celle de Sophie tremblotante et fausse, à côté de sa vraie signature sur une vieille carte d'identité. La différence était flagrante même pour un enfant. Les flashs des photographes crépitèrent, comme une mitraillade. Les journalistes, sentant l'odeur du sang et du scandale, se ruaient vers l'estrade. La soirée de bienfaisance venait de se transformer en procès public. Luc se leva de sa chaise. Il ne regardait plus l'écran. Il ne regardait plus la foule. Il était livide, comme si on venait de lui vider le sang du corps. Il monta les marches de l'estrade lentement, lourdement, chaque pas semblant lui coûter un effort surhumain. Il arriva à la hauteur d'Amélie. Elle tenta de lui prendre la main, ses yeux, implorant une pitié qu'elle ne méritait pas. « Luc, mon amour, écoute-moi » commença-t-elle la voix étranglée. Luc recula comme si elle était contagieuse. Il se tourna vers Sophie. Il vit son uniforme de domestique, ses mains abîmées, ses cheveux blancs mal coiffés, et cette dignité triste qui ne l'avait jamais quitté. Il vit la vérité nue, dépouillée des mensonges doréens dont on l'avait nourri. Il prit doucement le micro des mains de sa mère. Sa main tremblait. Il se tourna vers sa femme, et son regard était un désert froid. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-il dans un souffle que les enceintes amplifièrent jusqu'au dernier rang. Amélie éclata d'un rire nerveux, un son discordant qui glaça le sang de l'assemblée. Elle tenta de poser une main apaisante sur le bras de son mari, mais il se recula vivement, comme s'il venait de toucher une plaque brûlante. « C'est un trucage, voyons !» glapit-elle en pointant l'écran du doigt avec un mépris fin. « Tu sais ce qu'on peut faire avec les ordinateurs aujourd'hui? Cette femme est jalouse, Luc. Elle est jalouse de notre bonheur, de ma jeunesse, de... » Ça suffit, coupa une voix grave et autoritaire venue de l'ombre. Maître Renard monta sur l'estrade. Il ne ressemblait plus au vieil homme fatigué du café. Il portait sa robe d'avocat noire et imposante qu'il avait revêtue pour l'occasion. Il tenait un dossier bleu à la main, brandi comme une arme. Derrière lui, 3 hommes en uniforme bleu marine képi sur la tête fendirent la foule qui s'écartait avec respect. La gendarmerie nationale. « Ce n'est pas de la jalousie, Madame Leblanc », tonna le notaire d'une voix de stentor. « C'est le code pénal. » Amélie recula jusqu'à buter contre le chariot de pâtisserie. Son masque de confiance se fissura pour laisser place à la terreur pure d'une enfant prise la main dans le sac. « Madame Amélie Leblanc », annonça un officier en s'avançant, menottes à la ceinture. « Vous êtes en état d'arrestation pour faux et usage de faux abus de faiblesse sur personnes vulnérables et détournement de fonds en bande organisée. »
Non, c'est ma maison !» hurla-t-elle en se débattant alors que l'officier lui saisissait le poignet. « Luc, fais quelque chose. Dis-leur qui je suis. » Luc la regarda les yeux vides. « Je sais enfin qui tu es, dit-il d'une voix blanche. » Le clic métallique des menottes résonna dans le silence de la salle de bal, plus bruyant qu'un coup de feu. La reine de la soirée était désormais une prisonnière en robe de soie. Luc se détourna d'elle. Il balaya la salle du regard cherchant les complices. Il repéra Monsieur et Madame Leblanc près de la sortie de service. Ils tentaient de s'éclipser discrètement, se débarrassant à la hâte de leur plateau de service sur une table basse. « Pas si vite, » gronda Luc. Il descendit de l'estrade et marcha vers eux. La foule s'écarta pour lui laisser un passage royal. Il s'arrêta devant ses beaux-parents, qui tremblaient dans leurs costumes de domestiques mal ajustés. « Luc, mon garçon, » bafouilla Monsieur Leblanc, en essayant un sourire pathétique. « On ne savait pas. On a été manipulés. »« Taisez-vous, » trancha Luc. Il les toisa de toute sa hauteur, avec un dégoût qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Vous avez vécu chez moi. Vous avez bu mon vin. Vous vous êtes moqué de ma mère pendant qu'elle avait froid. Sortez. » « Mais Luc, où veux-tu qu'on aille ?» geignit Madame Leblanc. « Toutes nos affaires sont dans les chambres d'amis. Nos valises. » Luc eut un rire bref sans joie. « Vos affaires, ce sont mes affaires. Tout ce qu'il y a dans cette maison a été payé avec mon argent. Vous repartez comme vous êtes venus. » Il fit un signe aux gendarmes restants. « Accompagnez-les à la grille et vérifiez leurs sacs. Ils ne partent qu'avec leurs maillots de bain et leurs haillons. Rien d'autre. » Les deux parasites furent escortés vers la sortie, sous les huées discrètes de la haute société cannoise. L'humiliation était totale. Ils n'étaient plus des aristocrates, juste des voleurs mis à la porte. Une fois la salle vidée de son poison, l'adrénaline qui tenait Luc debout sembla s'évaporer d'un coup. Ses épaules s'affaissèrent. Il se tourna vers l'estrade. Sophie était toujours là debout derrière le micro, sa blouse grise de femme de ménage tranchant sur le décor luxueux. Elle n'avait pas bougé. Elle attendait. Luc s'approcha d'elle. Il avait l'air d'un petit garçon perdu dans un costume d'homme. Il monta les marches, les yeux embués de larmes. Il ne voyait plus la foule, ni les journalistes, ni le scandale. Il ne voyait que le visage fatigué de celle qu'il avait portée. Ses jambes fléchirent. Le grand PDG de la finance tomba lourdement à genoux sur le parquet ciré devant sa mère. Il attrapa les mains de Sophie, ses mains rugueuses, abîmées par l'eau de javel et le travail. Il les pressa contre son front brûlant. « Maman !» sanglota-t-il, sa voix brisée par la honte. « Pardonne-moi. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. J'ai été aveugle. » Sophie libéra une de ses mains et la posa doucement sur les cheveux de son fils. Elle ne dit rien. Il n'y avait pas besoin de mots. Elle caressa sa tête comme elle le faisait quand il était enfant et qu'il avait peur du noir. « Relève-toi, Luc, » murmura-t-elle enfin avec une douceur infinie. « On ne reste pas à terre chez nous. » Dehors, les gyrophares bleus de la police balayaient la façade de la villa, emportant les mensonges dans la nuit. Les invités s'en allaient un par un, silencieux, laissant derrière eux une mère et son fils seuls, au milieu des ruines de leur ancienne vie, prêts à reconstruire. 6 mois avaient passé. C'est le temps qu'il faut pour que les fleurs de mimosa refleurissent et que les blessures de l'âme commencent à cicatriser. La Villa Les Roses n'était plus cet endroit froid et prétentieux où l'on venait pour être vu. L'atmosphère avait changé. On n'entendait plus de musique techno, ni de cris hystériques. À la place, il y avait le bruit apaisant des vagues et le rire doux de gens qui avaient cru ne plus jamais rire. Dans la cuisine, la même où Sophie avait été traitée comme une moins que rien,
un homme chantonnait en épluchant des pommes. C'était Luc. Il ne portait pas de smoking ni de montre hors de prix. Il avait les manches de sa chemise en coton relevées sur ses avant-bras. Il avait vendu sa voiture de sport et quitté son poste de direction pour gérer la logistique de la maison à temps plein. Il n'avait jamais semblé aussi serein. Il préparait une compote, une recette simple, celle que Sophie lui faisait quand il était petit. Loin de là, de l'autre côté de la ville, sur un trottoir brûlant du centre-ville, une autre réalité se jouait. Une jeune femme balayait des mégots de cigarettes dans le caniveau. Elle portait un gilet orange fluorescent avec l'inscription « Travaux d'intérêt général » dans le dos. Amélie ne portait plus de talons hauts, mais de grosses chaussures de sécurité. Elle payait sa dette à la société heure par heure, coup de balai, après coup de balai sous le regard indifférent des passants. La justice avait été lente, mais elle avait été précise. Sur la terrasse de la villa face à la mer Méditerranée, qui scintillait comme un tapis de saphir, Sophie était assise dans un grand fauteuil en osier. Elle portait l'écharpe en cachemire orange. Cette fois, ce n'était pas un cadeau absurde offert dans un appartement glacial. C'était une protection douce contre la brise marine de fin de journée. Elle caressa la laine du bout des doigts. Elle n'avait plus froid. Plus jamais elle n'aurait froid. Autour d'elle, il n'y avait pas de parasites buvant du champagne. Il y avait Madame Durand, 80 ans, dont les enfants ne donnaient plus de nouvelles. Il y avait Monsieur Albert, un ancien menuisier qui avait perdu son logement. Ils étaient 6 pour l'instant. 6 résidents sauvés de la solitude. Luc arriva sur la terrasse avec un grand plateau. « Le goûter est servi », annonça-t-il avec un sourire radieux. « Compote maison et biscuits à la cuillère. » Il posa le plateau et servit d'abord sa mère avec une déférence qui n'avait rien de théâtral. C'était du pur respect. « Merci, mon chéri, » dit Sophie en croisant son regard. Il n'avait pas besoin de parler du passé. Le pardon avait été donné, mais la leçon avait été retenue. Luc savait désormais que la vraie richesse ne se trouvait pas sur un compte en banque, mais dans la façon dont on traite ceux qui nous ont aimés. Un coup de sonnette retentit à la grille d'entrée. Luc s'essuya les mains sur son tablier. Ça doit être la nouvelle résidente Madame Clerc. Le service social nous l'envoie. Elle vivait dans sa voiture depuis 2 mois. Sophie se leva. Elle ajusta son écharpe sur ses épaules, avec une élégance naturelle. Elle se sentait forte. Elle se sentait utile. Elle n'était plus une victime. Elle était la gardienne de ce sanctuaire. Elle marcha vers l'entrée, passant devant la nouvelle plaque en bois, flottée accrochée au portail. On ne lisait plus « Villa les Roses ». On lisait peint en lettres blanches et simples « Maison Sophie, ici la bonté est régelle ». Le portail s'ouvrit. Une petite dame âgée serrant une valise abîmée se tenait là, le regard apeuré, comme un animal traqué. Elle ressemblait à Sophie 6 mois plus tôt. Sophie s'avança vers elle, ouvrit grand les bras et sourit un sourire qui venait du cœur. « N'ayez pas peur, » dit Sophie d'une voix douce et ferme. « Posez votre valise. Vous n'êtes plus toute seule. » Elle prit la main de la nouvelle venue. « Bienvenue chez vous. Ici, vous êtes en famille. »